Dans le contexte mondial actuel, marqué par les crises énergétiques, les différends territoriaux latents et les rivalités idéologiques qui façonnent le paysage stratégique, les Caraïbes se retrouvent une fois de plus au cœur des enjeux. Ces dernières semaines, Washington a intensifié ses patrouilles maritimes dans des zones critiques, tandis que Caracas a renforcé ses opérations navales, une initiative interprétée par les analystes comme une tentative de réaffirmation de son influence régionale. Cette situation a créé un climat où toute intervention militaire, aussi anodine soit-elle en apparence, peut déclencher une réaction en chaîne. La frontière entre surveillance et provocation est devenue floue, voire imperceptible. Dans ce climat de tension croissante, une rencontre en apparence anodine entre un destroyer américain et un patrouilleur vénézuélien s'est révélée être un microcosme du différend stratégique qui oppose les deux pays. Lors d'une patrouille en eaux internationales au sud des Caraïbes, le destroyer américain a maintenu sa route légale, menant une opération que les États-Unis effectuent régulièrement pour garantir la liberté de navigation. Conformément à la doctrine américaine, toute présence navale dans cette zone doit être ferme, prévisible et méticuleusement consignée. L'improvisation, et a fortiori les erreurs, n'y ont pas leur place. C'est dans ce contexte que les opérateurs radars ont repéré le navire vénézuélien, changeant brusquement de cap, accélérant au-delà de sa vitesse habituelle et se dirigeant droit sur le destroyer. Ce comportement a immédiatement attiré l'attention. Il ne s'agissait pas d'une patrouille classique, mais d'une trajectoire calculée avec un objectif implicite. La tête de pont américaine aperçut l'intention avant même la confirmation du centre d'information de combat. Ce mouvement n'était pas accidentel. Les navires qui effectuent des interceptions rapides sans communication préalable poursuivent généralement 3 objectifs. Envoyer un message politique, tester le temps de réaction de l'adversaire ou produire du matériel à usage interne, comme des enregistrements pouvant être diffusés comme démonstration de résistance nationale. L'officier de quart a émis des appels d'identification en anglais et en espagnol, signalant clairement que l'approche rapide était dangereuse et demandant une correction de cap immédiate. Aucune réponse. Pour l'US Navy, ce silence a une portée stratégique. Il ne s'agit pas d'un manque de communication, mais d'une attitude délibérée. C'est le moyen le plus efficace de montrer que cette mesure a été prise en toute conscience, dans le but d'observer la réaction des États-Unis. Entre-temps, le destroyer a activé ses capteurs optiques, renforcé sa surveillance électronique et discrètement orienté son armement principal. Il ne s'agissait pas de préparatifs offensifs, mais de signes visibles de préparation. L'objectif était double, démontrer une maîtrise totale de la situation et empêcher toute interprétation vénézuélienne d'une éventuelle vulnérabilité du destroyer. Dans les zones de tension, la vulnérabilité représente un risque non seulement militaire, mais aussi diplomatique. Le navire vénézuélien garda le silence et poursuivit son approche. La distance, autrefois confortable, devint critique à mesure que la distance minimale estimée entre les navires diminuait rapidement. L'équipage américain savait qu'à partir de ce moment, chaque seconde de retard dans la réaction pourrait être interprétée comme une négligence. Les règles d'engagement exigèrent de la retenue, mais aussi de la clarté. Lorsqu'un adversaire provoque une proximité en haute mer, il observe la rapidité et la rigueur de la réponse. L'approche étant devenue dangereuse, l'hélicoptère Seahawk a décollé en urgence. L'aviation embarquée joue toujours un rôle crucial dans ce genre de situation. Elle offre une visibilité accrue, une analyse thermique précise, la capacité de suivre le navire adverse et surtout, une présence psychologique dissuasive. Un hélicoptère militaire opérant au-dessus d'un navire ennemi décuple la force de frappe et constitue un outil de dissuasion. L'équipage a préparé les capteurs, installé les nacelles d'imagerie, vérifié les systèmes de guerre électronique et attendu l'autorisation finale. Entre-temps, le centre d'information de combat a enregistré que le navire vénézuélien avait activé son radar de recherche. Non pas le radar de conduite de tir, qui aurait constitué une menace directe, mais un balayage actif indiquant le suivi de la position, de la vitesse et de la direction du destroyer. Techniquement, il ne s'agissait pas encore d'une escalade. Stratégiquement, c'était une démonstration de force. L'hélicoptère décolla. Vu du ciel, la vue du navire vénézuélien était d'une netteté remarquable. Des membres d'équipage casqués, près du canon avant, adoptaient une posture ferme,
sans toutefois actionner mécaniquement le système d'armement. Ce comportement est typique des manœuvres de pression asymétriques, afficher une présence armée sans franchir la ligne rouge de la provocation. Le Seahawk maintint une distance tactique, ajusta son altitude et lança le premier avertissement visuel. Un laser vert non létal projeté directement sur la passerelle du navire vénézuélien. Ce type de procédure est courant pour assurer la connaissance de la situation, indiquant clairement que l'appareil surveille directement le centre de décision du navire ennemi. Ce n'est qu'alors que le Venezuela a réagi. Des mouvements sur la passerelle, des gestes, des caméras pointées vers l'hélicoptère. Puis vint la première transmission. Le navire vénézuélien affirmait effectuer une patrouille de souveraineté et demandait au destroyer de modifier sa route. Le message, bien que formel, était en contradiction avec le contexte. Les États-Unis naviguaient en eaux internationales et n'avaient aucune obligation légale de céder du terrain. Il s'agissait donc davantage d'un geste politique que d'une demande opérationnelle. Le destroyer a réagi fermement, réaffirmant la légalité de l'opération et précisant que tous les mouvements vénézuéliens étaient documentés. Cette documentation est essentielle. Dans cette nouvelle ère de guerre diplomatique, les images, les journaux de bord, les archives et les enregistrements sont devenus des armes de dissuasion aussi importantes que les missiles. Ils façonnent les récits et étayent les réponses officielles dans les instances internationales. Progressivement, le navire vénézuélien réduisit sa vitesse. De légères corrections de cap furent détectées par le radar, suffisantes pour modifier la route d'interception. Sur le pont, l'équipage s'éloigna de l'armement avant. Le geste était clair. Il ne cherchait plus à maintenir la pression. Il conservait une présence, mais se retirait pour éviter une escalade inutile. L'hélicoptère suivit chaque changement au millimètre près jusqu'à recevoir l'ordre de retour. Cette rencontre, apparemment sans conséquences majeures, en dit long sur la situation géopolitique actuelle. Le Venezuela, confronté à une crise interne et à un isolement diplomatique, cherche des moyens d'affirmer sa puissance régionale. S'il ne dispose pas de ressources militaires comparables à celles des États-Unis, il peut néanmoins créer des tensions, semer le trouble et tâter le terrain. Cette stratégie, connue sous le nom de présence asymétrique, consiste à provoquer suffisamment de remous pour contraindre l'adversaire à mobiliser des ressources, de l'attention et du temps, même lorsque la véritable puissance ne lance pas d'offensive. Cette doctrine s'est intensifiée suite aux récentes opérations de lutte contre le trafic maritime. Pour Caracas, les États-Unis ont franchi une ligne symbolique en neutralisant des navires suspects en eau internationale, les accusant de transporter des drogues de synthèse destinées au marché américain. Le Venezuela a nié toute implication, mais le message de Washington était clair. Les opérations illicites, même en dehors des eaux territoriales, seraient interceptées. Cet épisode a exacerbé le sentiment de menace, incitant le Venezuela à renforcer ses patrouilles et à multiplier les vols de reconnaissance. Des avions de chasse légers vénézuéliens ont survolé des navires américains, non armés, mais équipés de capteurs actifs. C'était un signal de plus. Nous vous voyons. D'autres pays ont constaté ce changement de comportement. La Colombie, le Brésil et les pays des Caraïbes ont renforcé leur surveillance aérienne et maritime, non par crainte d'un conflit direct, mais parce qu'ils comprennent que tout incident impliquant les États-Unis et le Venezuela perturbe l'équilibre régional. Dans une zone traversée par des routes pétrolières et gazières, des câbles sous-marins et des corridors commerciaux essentiels, la stabilité est un atout précieux. L'instabilité, en revanche, a des répercussions sur tous les aspects, les prix, la sécurité et la diplomatie. La rencontre entre les deux navires illustre également une compétition plus vaste. L'influence dans les Caraïbes. Le Venezuela a renforcé ses liens avec la Russie et l'Iran, qui lui fournissent armes, technologies et soutien diplomatique. Pour les États-Unis, ces alliances représentent un risque réel, car elles étendent la portée politique de ces puissances dans une région traditionnellement sensible pour Washington. Lorsque deux navires militaires s'approchent dangereusement, leurs capteurs n'enregistrent pas seulement la température et les mouvements, ils détectent aussi les intentions. Ces intentions sont ensuite analysées par les centres de commandement, les gouvernements et les ministères des Affaires étrangères.
Une petite erreur peut être interprétée comme une agression. Un tir accidentel peut être considéré comme une attaque. Le silence peut être perçu comme une provocation. Tout dépend du contexte politique, et le contexte actuel est fragile. Le destroyer a maintenu son cap après le déplacement du navire vénézuélien. Aucun changement de niveau de préparation, aucune modification de direction, aucune retraite. Cette posture relève de la doctrine américaine. Céder du terrain psychologiquement revient à s'exposer à de nouvelles pressions. Maintenir le cap, c'est réaffirmer le droit de naviguer sans intimidation. Lorsque le navire vénézuélien a finalement disparu des écrans radars, l'opération américaine a repris son cours normal. Mais l'incident ne s'est pas arrêté là. Les journaux de bord ont été analysés, les vidéos archivées, les émissions radar vénézuéliennes cataloguées et intégrées aux bases de données servant à prédire les comportements futurs. Chaque étape contribue à l'établissement de schémas, lesquels permettent d'interpréter les menaces réelles. Sur le plan géopolitique, le Venezuela cherche constamment à tester les limites de la patience des États-Unis. Jusqu'où peut-il aller avant de recevoir un avertissement plus sévère? Jusqu'où peut-il aller avant que Washington ne réagisse? Il ne s'agit pas seulement de tactique militaire, mais aussi de stratégie diplomatique. En revanche, la question se pose autrement. Jusqu'à quel point est-il acceptable de tolérer ces agissements? À quel moment la retenue cesse-t-elle d'être de la prudence pour devenir de la permissivité? À quel moment la réaction doit-elle évoluer pour empêcher les provocations de dégénérer en situation dangereuse? Les Caraïbes demeurent une zone sensible, entourée d'intérêts cruciaux. Routes pétrolières vénézuéliennes, zones de pêche, zones d'exploration gazière, corridors commerciaux, nord-américains, bases militaires, itinéraires de surveillance aérienne et flux transnationaux de contrebande. C'est une région où la politique intérieure et la diplomatie étrangère se mêlent à la logistique commerciale et à la présence militaire. Toute friction y est décuplée. La réunion s'est terminée sans incident, sans affrontement et sans blessés, mais non sans conséquences. Elle a renforcé l'impression que Caracas est prête à créer des tensions dans le milieu maritime pour asseoir son influence politique. Elle a également confirmé que Washington est disposé à tolérer des pressions jusqu'à un certain point, pourvu qu'il puisse contrôler le discours et enregistrer chaque action en vue d'un usage ultérieur. Cette opération nous rappelle que la guerre moderne ne commence pas forcément par des coups de feu. Elle peut débuter par une proximité calculée, l'activation d'un radar, un silence délibéré et des lasers verts projetés sur les vitres des passerelles. Et les Caraïbes, une fois de plus, se révèlent être le cadre idéal pour ce type de compétition. La grande question qui se pose désormais est unique, et elle revêt un véritable poids stratégique. Combien de temps les États-Unis doivent-ils faire preuve de retenue face à ces rapprochements avant qu'une simple erreur ne transforme les Caraïbes en un foyer d'escalade internationale?